Permettra aux absents de pouvoir avoir accès à l'information qui aura été diffusée aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous souhaitez nous poser des questions. Et sinon, on a prévu un temps d'échange à la fin. Donc, on pourra discuter à ce moment-là tous ensemble. Les sujets qui nous attendent aujourd'hui, donc comme d'habitude, on va revenir sur les actualités charbon de bois de l'année, donc tendance de marché, analyse de sac, mais aussi et évidemment déforestation importée et EUDR. Donc l'équipe charbon de bois a évolué dernièrement. Donc aujourd'hui, c'est Johan et moi, Camille, qui avons le plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. On a aussi donc des collègues un peu partout en Europe et dans le monde, puisque Lucas, consultant, nous accompagne et accompagne nos members sur le marché allemand. Robin travaille de près avec nous et notamment est un bon support plutôt technique. Natalia qui lance le marché espagnol, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et Désiré qui travaille aussi d'assez près avec nous, notamment sur tout ce qui se passe pour le marché en Afrique. Euh, donc moi, je vais réintroduire un petit peu notamment Earthworm et la manière dont on travaille pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Earthworm, donc c'est une ONG qui a été fondée en 1999. On a une approche chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on travaille avec nos partenaires, les acteurs qui nous accompagnent sur toute la chaîne d'approvisionnement. Et notamment, ce qui fait l'unicité d'Earthworm, c'est de travailler là où les enjeux majoritaires existent, donc au tout début des chaînes d'approvisionnement. Et donc, dans les pays plutôt en voie de développement, mais pas que, on va y revenir un petit peu plus tard. Nos bureaux sont localisés donc en partie en Europe, comme Johan et moi sommes basés à Lille et à Lyon en France, mais on a également beaucoup, une grande majorité de nos équipes qui sont basées dans les pays du Sud, Amérique du Sud, Afrique et Asie du Sud-Est, donc des experts sur lesquels nous on s'appuie énormément pour accompagner nos membres qui ont des chaînes d'approvisionnement qui débutent souvent dans ces pays-là. Notre approche, donc la méthodologie qui est aujourd'hui l'essence même d'Earthworm, c'est le VTTV. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc Value, Transparency, Transformation and Verification. Aujourd'hui, notre approche, c'est de travailler avec les acteurs qui nous décident de nous faire confiance sur tout d'abord un alignement de nos valeurs, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les objectifs. L'objectif aujourd'hui principal d'Ensemble, c'est d'apporter un impact positif là où il y a des enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est la première étape, d'être aligné sur les valeurs et objectifs. Ensuite, ça engendre forcément un premier travail de transparence, donc venir mieux comprendre les chaînes, les cartographier les acteurs des chaînes d'approvisionnement des acteurs que nous accompagnons et ensuite donc se lancer dans un travail transformatif sur le terrain pour venir justement limiter ces enjeux sociaux et environnementaux. Et ensuite des phases de vérification, s'assurer que ce qui a été réalisé est bien en accord avec les objectifs définis initialement. Et donc ça, de manière presque infinie, puisqu'on défend chez Earthworm l'approche d'amélioration continue et donc redéfinir en permanence des nouveaux objectifs et surtout un impact de plus en plus positif. En parlant d'impact, donc nous chez Earthworm aujourd'hui, on s'intéresse à le mesurer. Voilà les principaux KPI que nous suivons, donc notamment les agriculteurs chez qui on a, avec qui on est en lien, avec qui on peut améliorer les pratiques. Donc à 35 000 aujourd'hui à date dans le monde entier. Des communautés qu'on accompagne ou en tout cas qui nous permettent que notre travail avec les acteurs qu'on accompagne permettent de limiter l'impact. Donc 200 000 membres de communauté. On travaille aussi avec des impacts sur des communautés autochtones en termes de territoire, plus de 7 millions d'hectares de terres sur lesquels aujourd'hui on travaille. On a aussi une très bonne visibilité grâce à une surveillance par satellite sur
les supply chain huile de palme et pulp and paper spécifiquement est une approche qu'on continue à déployer. On va y revenir un petit peu plus loin. Et donc, c'est plus de 200 partenaires qui font confiance à Earthworm Global au niveau international aujourd'hui. Et je reviendrai un peu plus particulièrement tout à l'heure sur les partenaires charbon de bois. Pour rappel, ou en tout cas pour ceux qui ne nous connaissent pas, on travaille donc avec cette approche chaîne d'approvisionnement sur différentes matières premières ou commodités. Évidemment, le charbon de bois qui nous réunit aujourd'hui, le bois sur lequel Johan et moi sommes particulièrement impliqués, mais aussi le textile, le pulp and paper, l'huile de palme, la biomasse plus largement et d'autres commodités peut-être un peu plus atypiques comme le programme Océan sur saumon, thon, crevettes euh, et d'autres encore. Donc voilà, nous sommes bien occupés, soit dans l'équipe de Johan, soit auprès de nos autres collègues chez Orso. Parlons un peu plus spécifiquement du charbon de bois. Je vais rappeler un peu les enjeux du charbon, mais pour ça, rappeler les utilisations. Aujourd'hui, chez Orso, on travaille sur le charbon, enfin, majoritairement sur le charbon qu'on retrouve dans les barbecues, dans les sacs de charbon de bois. Mais le charbon, initialement, c'est du charbon de bois utilisé pour la cuisson et chauffage, notamment dans les pays en voie de développement, particulièrement sur le continent africain, et aussi matière première très utilisée dans les industries sidérurgiques et du silicium, où donc on commence à s'y approcher de plus en plus. Et le charbon est aussi utilisé dans ce qu'on appelle le charbon actif et le biochar, marchés sur lesquels on est également évidemment envahi. Le charbon de bois, pourquoi on a commencé à s'y intéresser? Puisqu'avec le charbon de bois, il y a une réelle opacité du marché. Là, vous pouvez voir à l'écran en orange les chiffres qui correspondent à la production. Donc, on voit que les pays ou les zones de production majoritaires sont l'Afrique, l'Amérique du Sud et le continent asiatique et océanique. Aujourd'hui, en Europe, la consommation est d'environ 1 million de tonnes, mais une grosse majorité de cette consommation, c'est du charbon de bois importé. Le charbon de bois, il n'était pas inclus dans le RBUE, donc le règlement bois qui vient contrôler le bois qui entre sur l'Union européenne. D'où les grands enjeux d'opacité du marché. En revanche, et on va y revenir tout à l'heure, le UDR, donc nouvelle réglementation sur la déforestation, intègre le charbon de bois aujourd'hui, ce qui va permettre d'apporter beaucoup plus de transparence sur ce marché-là et notamment sur les importations. Alors, ces pays producteurs qu'on voit ici, ces zones de production, on les retrouve ici sur cette carte, souvent en rouge foncé. Cette carte-là, c'est une carte qui représente l'indice de corruption des pays. Donc, qu'est-ce que veut dire un indice élevé? C'est des pays où le risque d'avoir des approvisionnements illégaux, ou en tout cas pas traçables, non transparents, est important. C'est donc pour ça que Earthworm tente de remonter la chaîne et de faire ce travail de traçabilité de transparence sur le charbon pour limiter les enjeux de bois illégaux, de déforestation et autres enjeux sociaux. On va reprendre tout de suite ensemble. Les enjeux qu'il y a derrière le charbon de bois, donc notamment sur ces zones de production, aujourd'hui sont de trois types, majoritairement sur la forêt, des vrais enjeux de déforestation, de déboisement, de dégradation, mais également des enjeux sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, deux critères aujourd'hui qui ont un rôle particulièrement important dans la participation au changement climatique. Donc, enjeux qu'on adresse effectivement avec le travail qu'on mène avec les acteurs charbon de bois qu'on accompagne, des enjeux sociaux, donc de travail forcé, parfois d'enfants ou de mineurs dans les chaînes d'approvisionnement, et bien évidemment des gros enjeux de santé et sécurité au travail. Et enfin, le dernier enjeu majoritaire qu'on retrouve, c'est des enjeux économiques. Souvent, les fermiers qui travaillent à l'aune au début des chaînes d'approvisionnement ont des enjeux de paiement injustes, puisque des absences de réglementation, encore une fois, opacité du marché.
Voilà pour cette première phase introductive sur les enjeux. Et donc, une des premières réponses quand on travaille sur le charbon de bois aujourd'hui, peut-être la certification. Ici, le message que l'on souhaite faire passer, c'est qu'effectivement, la certification peut être un outil pour venir contrôler une partie de ces chaînes d'approvisionnement. Pour autant, on demande, on recommande de garder un œil très ouvert sur la certification. Pourquoi? Principalement parce que la certification, comme tout système en place, n'est pas toujours parfait. Trois exemples qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est notamment sur ce qu'on appelle le label FSC 100%, qui est souvent présent sur des sacs. On reviendra tout à l'heure sur la présence de cette certification sur le marché français notamment. On s'est rendu compte que parfois un label 100% FSC sur un sac de charbon de bois vient seulement labelliser l'emballage en lui-même et non pas le charbon qui est à l'intérieur. Donc forcément des enjeux de communication aux consommateurs et donc qui ne vient pas du tout garantir un charbon certifié. Sur le label mixte, FSC mixte, aujourd'hui encore 30% de bois, de ce qui peut se retrouver donc dans ce mix, n'est pas forcément labellisé. Donc si c'est pas labellisé, c'est contrôlé. Pourtant, les enjeux qu'il y a derrière et les degrés de standard sont donc beaucoup moins élevés. Et enfin, sur le recyclé, seulement 30%, il y a jusqu'à 30% de charbon qui peut être, ou charbon ou produit qui peut être recyclé en préconsommation, donc c'est-à-dire pas forcément du vrai recyclé. Voilà, un peu plus technique, un peu plus spécifique là-dessus. S'il y en a qui sont intéressés plus en détail, on pourra y revenir ensemble. N'hésitez pas dans vos questions. Mais voilà, hein, le message à garder sur la certification, c'est que certes, c'est un très bon outil. Ça permet déjà un premier niveau de contrôle. Pour autant, ça n'exclut pas de venir vérifier et garder un œil très ouvert là-dessus. Je vous propose, avant de passer la main à Johan, de revenir sur le programme de charbon de bois chez Ursoi, qui a été initié il y a de nombreuses années désormais. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec une majorité d'entre vous. On peut compter 15 membres et partenaires qui nous font confiance et avec qui on travaille, donc juste pour apporter plus de transparence et apporter sur le marché français et européen du charbon responsable. Depuis 2014, on a réalisé, donc l'équipe Charbon de Bois a réalisé plus de 200 visites terrain dans plus de 14 pays. Donc là encore une fois, c'est l'approche d'Earthworm de venir voir ce qui se passe au début des chaînes d'approvisionnement qui vient se vérifier dans notre programme Charbon de Bois. Depuis 2015, on a mis en place ce qu'on appelle les analyses de sacs de charbon. Je vous ferai une présentation un peu plus détaillée tout à l'heure. On travaille sur plusieurs marchés désormais, donc France, Allemagne, Pologne, Belgique, Espagne. On débute les analyses aussi sur les pays scandinaves. Voilà. Donc ça, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est notamment une des manières qu'Earthworm a pu mettre en place pour apporter de la transparence sur ce marché. Depuis 2009, la plateforme Charcoal Transparency, donc plateforme en ligne qui permet justement de diffuser les chaînes d'approvisionnement et d'expliquer à la fois aux consommateurs, mais aussi à tous les acteurs ce qui se passe dans un sac de charbon de bois. Depuis 2020, on a décidé de rendre accessible cette plateforme aux acteurs qui ne travailleraient pas forcément encore avec nous, de pouvoir diffuser et publier le travail qu'ils mènent justement sur la transparence de leur sac. Et depuis 2022, donc ça, ce qui nous occupe depuis l'année dernière, l'ouverture du marché espagnol avec notamment Natalia qui nous a rejoint et donc de nouveaux acteurs qu'on embarque avec nous et évidemment un travail d'accompagnement de nos acteurs sur la mise en conformité EUDR. Donc voilà ce qui nous occupe. Notre approche avec les distributeurs aujourd'hui, et notamment le levier, l'effet de levier qu'ils ont, c'est une approche qu'on mène depuis plusieurs années, main dans la main avec les distributeurs qui nous font confiance. Donc on réplique ce modèle de VTTV dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, très concrètement, on a défini ensemble ce qu'on appelle la définition du charbon de bois responsable qui se base sur 4 piliers.
la transparence, les travailleurs, le système de production et le management des forêts ou de la ressource en bois. On les accompagne, donc ces distributeurs, pour intégrer ces critères dans leur cahier des charges, dans leurs appels d'offres, pour s'assurer qu'ils retrouvent en magasin chez eux un charbon de bois responsable. On travaille avec eux donc pour cartographier l'ensemble des acteurs et qu'ils fassent leur demande de transparence auprès des producteurs. Et donc, ça nous permet de faire des analyses de risque et de se positionner au plus juste justement sur le charbon de bois responsable. Travail de transformation terrain, en allant sur le terrain, avec la méthodologie de CCS que nous avons développée, qui nous permet d'être dans une approche d'amélioration continue pour avoir un impact le plus positif possible sur ces 4 critères. Et ensuite, travail de vérification, effectivement, en discutant avec les acteurs, en allant sur le terrain et en réalisant ces analyses de risque. Et ensuite, un travail de communication via la plateforme et avec cette possibilité d'apposer un QR code sur les sacs de charbon pour expliquer l'histoire, rappeler d'où vient ce produit et pourquoi il a été considéré comme responsable ou encore une fois, si ce n'est pas encore le cas, le travail qui est mené par les acteurs vers plus de transparence, de traçabilité et donc vers un charbon de bois plus responsable. L'idée derrière cette plateforme, c'est vraiment de venir expliquer, expliciter et donner au consommateur final aussi la mainmise sur son processus décisionnel d'achat. Et à l'écran, l'ensemble des partenaires qui nous font confiance. Donc merci à eux, merci donc à vous qui êtes en partie dans la salle aujourd'hui avec nous. Comme je le disais, et pour conclure, on travaille donc avec des acteurs sur toute la chaîne d'approvisionnement. C'est aussi ce qui fait notre force et notre capacité d'impact sur cette matière première-là. Pour ceux qui ne travaillent pas encore avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions. On mène ensemble ce travail et ce combat sur le marché du charbon de bois en Europe. Et donc, c'est main dans la main et tous ensemble qu'on pourra y arriver. Voilà pour ce petit mot de conclusion sur cette première partie introductive, un peu rapide, mais pour replacer le contexte. Je laisse la main à Johan pour la suite. Alors, Johan, je pense que tu es en mute. Et voilà. Merci Camille. Merci pour l'introduction et la présentation des problèmes, des questions qu'on se pose autour du marché du charbon de bois. Moi, je vais prendre la parole pour vous parler de deux choses. Tout d'abord, de la nouvelle réglementation européenne EUDR, puis après des analyses de marché globales au niveau européen, puis sur 5-6 pays qui sont des acteurs majeurs de notre marché, puis après quelques slides sur la France, avant de te redonner la parole, Camille, pour la vague analysis. Aujourd'hui, en résumé, vous le savez tous, l'Europe est un gros importateur de charbon de bois. C'est à peu près 60 à 70% de sa consommation qui est importée, avec un volume approchant, ayant dépassé un peu en recul dernièrement, autour de 1 million de tonnes de charbon de bois. Le problème, on l'a dit, il n'existe aucune réglementation permettant de contrôler ce processus et ces importations, puisqu'il était en dehors du RBUE. Alors qu'on sait tous, par l'historique, par notre compétence du marché, on sait que certaines parties du charbon de bois produit à travers le monde et pour des raisons économiques, sociales ou politiques liées à de la déforestation, principalement dans les pays subtropicaux ou tropicaux. On n'avait pas encore fait, du coup, on n'avait pas encore fait le mesure d'empreinte pour évaluer quel était le volume de charbon de bois considéré comme lié à la déforestation. Et du coup, grâce à un partenaire qui a voulu nous suivre, je rappelle là que pour avancer, pour faire évoluer des sujets presque sociétaux, nous avons besoin de vous, comme l'a dit Camille juste avant. Et donc, si vous avez des sujets sur lesquels travailler, venez vers nous parce que c'est bien main dans la main qu'on le fera. On a eu l'occasion de faire le calcul, je vous le montre juste après, et ainsi plaider la cause du charbon de bois aux institutions européennes pour être intégré dans cette nouvelle législation qui est le UDR. Donc, je vous remets à gauche les chiffres. Aujourd'hui, annuellement, on considère que le charbon de bois est autour de 18 000 hectares de déforestation annuelle, ce qui est assez proche du cacao et assez proche ici du café, donc parmi les commodités les plus importantes. Donc celle-ci a pu être intégrée à l'EUDR.
avec ces différentes évolutions dont je parlerai juste après. Je rappelle aussi que le 4402, la classification d'Asnières, c'est bien celle-là dont on parle, avec un charbon de bois qui est donc inclus, y compris, on nous pose souvent la question, le charbon de coque ou de noix. De toute façon, on va tous y passer. N'essayons pas trop de chercher des portes de sortie et que ce charbon de bois soit charbon de bois naturel, aggloméré en briquettes, puisque c'est un sujet important aussi avec des grosses croissances, en tout cas d'offres autour de la briquette. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'est-ce que cherche à faire cette nouvelle institution? La déforestation, je pense qu'on l'a assez compris parce que c'est dans le titre. On va rappeler ici que c'est aussi la dégradation des forêts dont on parle. La notion de forêt est définie avec des propos propres et sa dégradation aussi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'idée de juste dire je fais table rase d'une forêt et j'ai mal fait. Non, l'idée de dégrader l'environnement aujourd'hui sera pris en compte avec des objectifs, vous vous doutez, autour des émissions de gaz à effet de serre à réduire et de soutenir ou d'arrêter ou d'enrayer un peu la baisse de la biodiversité mondiale. On verra aussi après que les questions on l'a dit, de communauté autochtone, de prise de territoire sont des questions auxquelles votre due diligence devra faire attention. Quelques grandes dates, tout ça a démarré fin 2021 avec un premier texte officiel le 6 décembre 2022 qui donne la structure, une approbation du texte le 16 mai 2023 et aujourd'hui c'est entré en vigueur, c'est le mois, ça tombe bien, on fait notre webinaire. Une nouvelle version, celle du fin mai, je vous invite à lire, elle est moins connue et elle donne plein de détails, plein d'explications, assez longues à lire mais avec des détails très intéressants sur la dynamique, la mise en place de cette nouvelle réglementation. On rappelle rapidement ici que les grandes entreprises ont 18 mois pour se mettre en place. Ça veut dire être prêt pour décembre 2024, alors que les petites et les individuelles auront 6 mois de plus que juin 2025. Trois dates importantes aussi. On vous resitue rapidement le contexte. Dans un an, je vous parlais des forêts. Il est envisagé d'inclure d'autres terres boisées. Une forêt à un niveau de densité élevé, des arbres de plus de 5 mètres, ça, c'est une forêt. Mais il y a d'autres éléments boisés et eux aussi, on a prévu de les inclure dedans. Dans 2 ans, il est même prévu d'inclure d'autres écosystèmes. On va parler des tourbières, on va parler des grasslands, des prairies. Voilà, tous les écosystèmes commencera à entrer dedans et on pense aussi que d'autres matières sont incluses. Dans 5 ans, on fait le point sur l'impact réel, dont les petits exploitants, qui est un sujet qui est hyper intéressant. Est-ce que les petits exploitants, au début de la chaîne, bénéficient bien de la chaîne et ne sont pas exploités dans la dynamique de masse? Est-ce que les outils du marché sont cohérents par rapport au travail qu'on nous demande autour de ces sujets? Est-ce que la dégradation des forêts a vraiment été ralentie ou déplacée? Et quels sont bien sûr les gens qui vont vouloir contourner la réglementation? Dernier slide, après je vous laisse sur le UDR. On a fait des formations, on continuera à en faire. Une grosse étape de collecte des données, la base, tout le monde y fait, tout opérateur, quelqu'un qui met sur le marché ou qui veut exporter du marché européen devra collecter les données suivantes, la description de son produit, le nombre de produits, quel est le pays ou la région d'origine, d'où viennent les parcelles de bois, c'est peut-être pas les bois, mais globalement, d'où vient le produit, si très précisément avec des coordonnées GPS, si c'est plus grand de 4 hectares, on fait un polygone, quels sont les fournisseurs, quels sont les clients, et doit apporter des informations concluantes et vérifiables sur l'absence de déforestation pour la cut-off date du 31 décembre 2020. Là, il y a Copernicus. Nous, on peut vous aider aussi. Il y a l'Europe qui est en train de réfléchir à la cartographie et la mise en disposition d'informations suffisantes pour justifier l'absence de déforestation sur un point donné. Et bien sûr, et plus large que le UTR, la conformité à la législation du pays d'origine. Le pays devra, on en parle juste après, le produit doit être légal, ce qui semble une drôle de question de le dire, mais quand vous avez eu l'habitude d'aller dans les pays, vous voyez que ce n'est pas forcément le cas. Si le pays d'origine est un pays peu risqué, ce que je vais le dire tout de suite, l'Europe va définir dans les 12 prochains mois, 18 prochains mois, on n'a pas de date exacte, un niveau de risque faible, standard et élevé pour l'ensemble de ces zones-là. Et fonction, si c'est un risque faible, vous avez fini avec la collecte de données, tout va bien, sauf si vous voyez un problème quand même qui apparaît, il y aura un travail à faire, mais sinon, il n'y a rien. Si vous voyez un problème standard ou élevé, il va falloir aller plus loin, faire une risque évaluation avec des éléments complémentaires comme l'existence de déforestation dans la zone, des problèmes avec les communautés autochtones, de la corruption, du conflit armé, un manque de transparence, une complexité dans la chaîne. Sur le charbon de bois, on sait, on est plutôt court avec 4-5 acteurs.
Par contre, on a quand même nos histoires de mix qui parfois peuvent être compliquées pour remonter une chaîne. Et on a aussi nos histoires de briquettes qui peuvent laisser entendre que probablement il pourrait y avoir plusieurs choses dedans, avec des inquiétudes justifiées sur une origine de marché avec les contacts des ONG. Et on refait le point, on vous le redit, les certifications, le FSC, c'est important. Ce n'est pas suffisant, mais permettent de manière considérable d'atténuer le risque de dire, ouais, non, mais il y a quand même FSC, c'est déjà un niveau supérieur que s'il n'y avait rien du tout. Si tout va bien, eh ben, on rentre toutes ces petites données dans l'outil qui va nous être offert par l'Europe. Ça, on ne sait pas encore, on n'a pas encore trop d'éléments sur le mode de fonctionnement et on reçoit un numéro de diligence raisonnée qu'on va communiquer tout au long de sa supply chain. Par contre, si l'analyse de risque révèle des risques sérieux sur la déforestation, sur les communautés locales, sur l'absence de légalité, il va falloir aller plus loin. On va essayer d'atténuer ce risque en ayant des informations complémentaires, en envoyant des gens sur place. Surtout pour les grandes entreprises, ça sera obligatoire d'aller auditer avec une dynamique globale de ne pas taper sur les petits producteurs. Ils ne sont pas responsables de nos décisions. C'est bien le résultat de nos actions, de nos demandes qui font que les petits producteurs, les petits, sont à cette situation-là. Si on n'est pas capable de mitiger le risque, on n'est pas capable de prouver que ces risques ne sont pas là, c'est là que ça blesse. C'est que l'idée globale, c'est que vous ne rentrez pas le produit sur le marché. Et ça pique fort, ça change complètement de l'UTR. Et au regard des éléments de contrôle qui sont demandés, avec montant jusque 9% des produits importés depuis les pays à haut risque vont devoir être contrôlés par une autorité compétente. C'est surprenant, mais en tout cas, c'est la demande qui est faite par l'Europe. Et quand on voit aujourd'hui les montants, on parle de 4% du chiffre d'affaires européen, l'ensemble du chiffre d'affaires fait avec le produit, confiscation des produits, interdiction de vente d'autres produits sur le marché, s'ils appliquent ce qu'ils disent d'appliquer, il y a des risques qu'il faut, à mon avis, pas prendre. Après, chaque société prendra les risques qu'il faut. On finit sur un dernier slide sur le UDR. Je vous explique plus ce que c'est. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est, je reprends Data Collection, Risk Assessment, Risk Mitigation. Earthworm peut vous accompagner sur tout. Et c'est pas parce qu'on s'est transformé pour être capable d'être EUDR compliant, c'est parce qu'on travaille sur des années pour faire la même chose. Donc, ce que j'ai envie de vous montrer là, c'est que pour tous les gars qui nous ont accompagnés, gars et femmes, pardon, nous ont accompagnés sur le Charcoal et aussi sur les autres communautés plus d'une 10 à 15 ans, vous avez déjà fait tout le boulot. Vous avez déjà fait la traçabilité, vous travaillez déjà sur le data monitoring. Vous êtes quasiment prêt pour déjà être compliant. Donc, j'ai envie de dire, pour une fois qu'il y a des gars qui se sont bougés sans être obligés, j'espère qu'ils vont bénéficier de quelques retombées positives économiques sur le travail qu'ils ont réalisé depuis. Voilà, donc on vous accompagne, on ne met rien sur legal compliance parce qu'on n'a pas encore tous les data, les informations de l'Europe, des ONG, des États pour dire ok, on est capable ou pas. Mais vous voyez qu'on ne vous laisse pas tomber. Les formations des members a déjà commencé la dernière fois et je vous fais parvenir d'ici 2-3 jours le follow-up de la première formation. Voilà. Slide presse. Voilà pour le UDR, voilà un peu le cadre. Il y aura des formations qui seront faites. Là, aujourd'hui, ce qu'on veut focuser, c'est sur le marché européen. Tous les ans, on vous apporte des chiffres d'évolution. Et forcément, avec les événements, les derniers événements sur le Nigeria, sur l'Ukraine, on voit des évolutions de marché. On vous fait des variations sur les 2-3 dernières années. On vous fait des variations aussi sur 10 ans. Le premier, c'est le slide générique des importations, des consommations et de la production en Europe. On voit aujourd'hui ici que depuis les dernières années, la consommation en Europe, qui est le trait rouge, a une croissance naturelle pour à peu près atteindre 1 million de tonnes de charbon de bois, avec 70% d'import et 25-30% de production. Le trend général est en train de changer. Vous voyez une baisse de courbe. On va juste tout de suite signaler que tous les chiffres de production sont des estimations basées sur l'année dernière, alors que les chiffres d'importation et d'exportation sont les chiffres réels des douanes pour 2022. Donc, on est sur l'estimation pour la production. Ce qu'on peut voir quand même, et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on était sur 70% d'import et on est en train de descendre à 60% d'import, ce qui montre que le marché européen, dans sa capacité à produire du charbon de bois, a fait des efforts qui commencent sur les 5-10 dernières années, qui se ressentent aujourd'hui dans les chiffres. C'est plutôt une réussite pour laquelle on peut être fier. Très rapidement, la consommation européenne, aujourd'hui, on estime à presque 900 000 tonnes. Pour tous ceux qui prennent des photos, on peut vous envoyer la présentation sans problème à la fin. Vous vous embêtez pas, vous avez le droit de prendre des photos aussi. Consommation, 31, le principal pays qui
fait importer du charbon de bois, qui consomme du charbon de bois, c'est l'Allemagne, la Pologne, je suis en train de dire des bêtises, l'Allemagne, la Pologne et la France. 12, 11, 11 et 11 pour le Netherlands. Dans le Netherlands, on n'est pas très sûr parce que c'est une grosse variation par rapport à 2021. On n'a pas encore su l'expliquer, ce qui explique derrière. Donc on le met, on vous l'a signalé. Si on a des éléments complémentaires, on vous en reparlera au prochain webinaire. Après qu'on sait qui consomme le charbon de bois, il est intéressant de savoir d'où vient ce charbon de bois. Et c'est toute la démonstration qu'on fait aujourd'hui dans nos webinaires, c'est d'essayer de déterminer l'origine réelle. Regardons déjà les importations du charbon de bois. Ils viennent à 20% de l'Ukraine, 20% de la Namibie, 14% de Cuba et 8% du Nigeria. On vous a mis aussi à droite les variations de 2022 versus 2021 pour voir ce qui s'est passé. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est une baisse de 30 000 tonnes du charbon de bois ukrainien en faveur, ou pas forcément en faveur, mais compensée par une croissance assez forte de la Namibie avec aussi 30 000 tonnes. Et les deux surprises que je n'avais pas forcément en tête, c'est les deux croissances que vous voyez sur l'Indonésie, qui commence à être un acteur, on verra après, important pour le marché européen, qui n'était pas le cas ces précédentes années. Le Paraguay aussi, qui a fait une croissance à peu près de 20 000 tonnes entre 2022 et 2021. Un peu plus précisément sur chacun des pays, la tendance depuis 2013. L'Ukraine, forcément, les chiffres en haut, les variations de pourcentage, c'est entre 2022 et 2021. Forcément, l'Ukraine avec une réduction, une petite descente sur 2021, on en parle après. La Namibie en croissance constante depuis le début, à plus de 33% sur cette dernière année. Cuba est stable. Le Nigeria à 25%, mais encore avec plus de 40 000 tonnes d'importation, alors que le Nigeria interdit l'exportation. C'est quand même des sujets qui sont importants. L'Indonésie, qui continue son petit bonhomme de chemin. Le Paraguay, belle croissance sur cette dernière année après quelques années de baisse. La Russie, forcément, la Fédération Russie proche de zéro avec une dégringolade à moins de 69%. L'Argentine, le South America et la Bosnie-Herzégovine. Voilà un peu pour les chiffres globaux, les grandes tendances du marché européen avec les importations, exportations, les grands mouvements de marché. On a souhaité focuser ce webinaire sur 5 pays qui nous font sens aujourd'hui car étant partie prenante avec des évolutions certaines. Forcément aujourd'hui le premier l'Ukraine. La courbe est assez changeante avec un 2016-2017 une croissance énorme dans la capacité d'export et de production. Bon, c'est toujours assez sensible de dire qu'en un an, on est capable de passer de 80 000 tonnes. Donc, on peut quand même se poser des questions sur la capacité de production. En tout cas, sur la partie export, ça, c'est assez fiable. C'est aussi avec le moment où le Nigeria a vraiment descendu. Le message qu'on veut faire passer ici, c'est quand même un train à la baisse, assez logique, avec forcément une décroissance sur ces dernières années. Les contacts qu'on a de nos partenaires qui continuent de travailler avec l'Ukraine nous ont dit qu'il a été difficile de trouver de la main-d'œuvre. C'était assez compliqué pour les fabricants. Avec le coût du bois, le coût de l'énergie, il y a quand même pas mal de choses qui se sont arrêtées. Mais aujourd'hui, à l'ouest de l'Ukraine, on est quasiment sur une activité qui est assez stable. On peut visiter et on a des partenaires qui continuent à aller voir leurs partenaires en Ukraine. Rapidement sur la droite, c'est bien par la Pologne principalement et la Roumanie que le charbon de bois ukrainien rentre sur le marché européen. On vous fait aussi à chaque fois une petite synthèse de notre ressenti du message qu'on souhaite faire passer à nos partenaires actuels ou futurs. Ok, faire du business avec l'Ukraine. Que faire? Est-ce que vous avez une offre commerciale demain? Nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a envie de soutenir les acteurs qui font du beau boulot en Ukraine. C'est notre rôle aussi aujourd'hui, notre façon de participer. Donc, s'il y a des gens qui sont engagés, on fera toujours au mieux qu'on peut, sachant qu'on n'a pas le droit de se déplacer, vous le comprenez bien. Mais on continue, on fait des CCS online. On dit quand même que l'Ukraine, ça reste un pays avec un risque de déforestation élevé et surtout un indice de corruption à 33, ce qui est quand même pas bon du tout, du tout, du tout. Je vous en ai parlé sur la complexité du processus, la capacité de faire livrer dans les temps, dans les volumes, voilà. Mais ça, si vous êtes sur des partenariats auxquels vous croyez, vous connaissez déjà, en qui vous avez confiance, je pense qu'il n'y a pas de débat. Continuez à bien demander la traçabilité, la transparence pour continuer à travailler ensemble sur cette partie-là. Et comme je dis, on continue à se soucier de nos partenaires qui traitent avec l'Ukraine.
La Pologne, deuxième sujet très intéressant pour plein de raisons. Ce qu'on veut vous montrer là, entre 2012 et 2018, je vois des questions qui tombent. Ce que je vous propose, c'est que j'y répondrai, on y répondra plutôt dans la deuxième partie, mais s'il vous plaît, oui, continuez à nous les poser sur le chat. On voit une croissance de la production, de l'importation, des exports 2012-2018 avec un frein assez net à partir de 2018 et une pente qui continue à descendre. Mais le chose que je veux vous les montrer aussi, c'est ce que vous voyez sur 2021. On avait depuis lors, que je dis pas de bêtises dans le sens, une production qui était inférieure aux imports et aujourd'hui c'est en train de changer. Ça veut dire que la Pologne étant aujourd'hui un des plus gros pays, sinon le plus gros producteur de charbon de bois, pour nous, pour les Européens. Oh, pardon, c'est plutôt mieux. Et les importations polonaises, c'est principalement d'Espagne sur 2022, de Biélorussie, de Mexico. J'ai un doute sur ces chiffres. Désolé, j'ai un doute sur les chiffres là. Je pense on n'a pas bien copié le. C'est pas les bons chiffres. C'est pas les bons. Là, c'est pas la bonne. Désolé, je viens de le voir. C'est pas les bons noms. On le corrigera dans la version qu'on va vous envoyer. Voilà, donc ce qu'il faut retenir sur ça, c'est il y a une tendance de fond en Pologne aujourd'hui où les productions, ça y est, sont excédentaires et sont capables de livrer et d'exporter, pas uniquement sur un marché d'entrée et sortie du trading. La Pologne, quelle est la situation? On veut quand même vous alarmer, puisque je ne sais pas si vous l'avez su, mais 6 directions régionales des forêts domaniales, donc c'est une énorme zone qui représente 2 millions d'hectares, ont choisi d'arrêter la certification FSC dans leurs régions respectives. C'est un changement majeur puisque par rapport à nos contacts, vous l'avez déjà vu, en 2016, il y a eu des problèmes dans la forêt de Biała-Wieża. Avec l'Europe a dû intervenir pour arrêter de couper des arbres de plus de 100 ans dans cette dernière forêt primaire d'Europe. Et finalement, en 2021, on a déjà l'autorisation de recouper. Nous, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette volonté de liberté des directeurs qui ont sorti le FSC, c'est pour leur donner même une plus grande liberté de ce qu'ils veulent faire. Et ils étaient déjà en train d'enfreindre pas mal de règles, même sous le FSC. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de continuer à être demandeur de questions, de traçabilité, de transparence, encore une fois, de renforcer vos partenariats avec les gens avec qui vous bossez. Si vous avez des nouveaux partenariats avec des gens qui viennent de nulle part, que vous ne connaissez pas, évaluons, vous voyez avec le UDR, il y a de l'évaluation due diligence, donc il va falloir y aller. Et le dommage pour nos partenaires qui serait d'être nommés dans des communications d'ONG, c'est un sujet sensible en Europe. Souvent, sur les forêts, la Pologne est montrée du doigt. Il y a beaucoup de bois qui vient, il y a beaucoup de meubles qui viennent aussi de Pologne. Gros sujet, restons en alerte. Le Nigeria, on ne pouvait pas passer sans vous parler du Nigeria. Pour ceux qui ne savent pas encore, en février 2023, le Nigeria a décidé de réouvrir ses frontières pour l'exportation du bois, du charbon de bois et des produits dérivés du bois. Ils avaient arrêté tout ça en 2015 avec une organisation interne assez compliquée, ce qui faisait que malgré cette interdiction, on avait quand même du charbon de bois. C'est les EU Reported Import Data, donc c'est les courbes en haut. On arrête en 2015, l'interdiction en 2015, mais en Europe, il y a encore 150 000 tonnes qui rentrent tous les ans jusque 2019. Et on commence à vraiment avoir une baisse sur les importations européennes à partir de 2020. Ça continue à descendre aujourd'hui jusqu'en 2022, c'est plutôt bien. On parle encore de 40 000 tonnes. Et là, 2023, c'est réouvert. Il va se passer quoi? Vous vous en doutez très bien. Je pense qu'on est quand même assez fort là, tous ensemble, pour se dire que, OK, Nigeria, mais traçabilité, transparence, allez pas vous faire allumer par le UDR parce que vous avez fait du produit qui n'a pas été Nigeria. Et on ne dit pas l'inverse, si tu veux bien passer au slide. On ne dit pas non plus qu'il ne faut pas traiter. C'est difficile, c'est compliqué, mais si demain, il y a des acteurs en Nigeria qui veulent faire des trucs bien, c'est compliqué. J'ai un de mes anciens partenaires qui m'a dit qu'il avait essayé plusieurs fois de faire des trucs bien et c'est très compliqué. Regardez l'indice de corruption. Voilà. En tout cas, on ne lâchera pas l'affaire. Si vous avez une proposition, une envie, des fois, on est assez surpris de jeunes personnes qui veulent faire des trucs bien. On va essayer de travailler avec, mais soyez vraiment prudents. L'Espagne, une de nos plus belles surprises, on n'en parle pas souvent. Et là, on voulait vous faire un petit focus un peu plus long sur l'Espagne. On voit les courbes croître
croître très fort si on prend la courbe orange et la courbe de production qui continue à augmenter. Je le rappelle, on est sur des estimations encore pour 2021. On ne vous a pas mis 2022 parce qu'on n'allait pas faire une estimation d'une estimation. Ça ne veut plus dire grand-chose. Voyez l'explosion à 158% de 2021 à 2022 sur les quantités exportées. Et on est sur, j'ai dit exporté, je n'ai pas dit des bêtises, oui, et on voit que les imports continuent à monter, mais pas dans la même quantité que les exports. Donc là, on attend quand même les derniers chiffres pour se positionner. Est-ce que c'est vraiment la production qui a été capable de livrer tous ces exports? Est-ce qu'il y a des imports qui passent dans les exports? Est-ce que c'est des gestions de stock? Voilà, on pose la question, mais en tout cas, le trend est là. Le marché espagnol, si tu veux bien. Ce qui m'attend, avant, qui est toujours intéressant, je veux bien que tu reviennes, Camille, de laissez-moi. Je vous montre ici pourquoi aussi le marché espagnol est hyper intéressant, puisque c'est une entrée des pays d'Amérique latine avec qui on bosse pas beaucoup aujourd'hui chez Earthworm, et pourtant c'est du charbon de bois qui arrive en Europe, donc on aimerait bien voir, savoir, et bah, de toute façon il va falloir le faire pour les UDR. Vous voyez que 42% des imports de l'Espagne viennent de Cuba, Paraguay en numéro 2, Portugal 17%, ce qui nous semble assez logique, et Venezuela à 7%. Assez intéressant de voir ce qui se passe et on aimerait bien en savoir un peu plus. Du coup, comme on voudrait en savoir un peu plus, on a commencé le travail, encore une fois, grâce à un ou deux partenaires, à aller voir ce qui se passe sur le marché espagnol. On a commencé il y a quelques années, nos prédécesseurs avaient déjà fait un premier tour et on a démarré des actions sur le marché en 2022 avec la version en espagnol du Charcoal Transparency, notre website, une première analyse de sac. Qu'est-ce qui se passe dans les sacs? D'où vient le charbon de bois? Est-ce que c'est du tropical? Est-ce qu'il est tracé? Est-ce qu'il est nommé? Est-ce qu'on voit ce que c'est? On a fait notre première analyse de sac en 2022 et on a refait une visite des producteurs, des forêts, des parties prenantes en Extremadura, à la frontière portugaise, pardon, avec des gens super dans un landscape qui est magnifique, qui est vraiment assez exceptionnel. On a rencontré des fermiers un peu anciens qui faisaient encore des méthodes traditionnelles et vous me voyez venir peut-être un peu trop traditionnelles. C'est peut-être le dernier village de producteurs de charbon de bois d'Europe. Il y a quelque chose d'assez magique à cette place avec des gens au grand cœur. On a vraiment envie d'y faire quelque chose. C'est assez exceptionnel. Ouais. On est très beau. Et peut-être notre plus belle action, notre truc le plus fort qu'on ait fait, c'est Natalia. Natalia travaille chez Earthworm depuis 15 ans. Elle était au Mexique et elle a voulu rentrer. Et comme elle est d'origine espagnole et qu'elle a une connaissance sur l'huile de palme, sur plein de choses, elle prend le leadership du marché espagnol, notamment sur le charcoal et encore plus. Et forcément, on voit que dès qu'on a quelqu'un sur le terrain, les choses avancent à des pas de géant. Quelles sont nos actions pour l'année prochaine? Et si vous voulez en faire partie, vous êtes les bienvenus. Je ne dirai jamais assez que c'est bien ensemble qu'on fait les choses et selon votre aide. On a décidé pour engager les acteurs, pour faire comprendre les messages, de créer le premier webinaire destiné aux acteurs espagnols en septembre 2023. Si vous avez vos sociétés, voilà, vous nous soutenez ici. Si vous avez des collègues en Espagne, voire au Portugal. Voilà, si vous pouvez nous faire un peu de pub, alors c'est pas de la pub pour la pub, mais voilà, vendre et raconter ce que vous avez envie sur nous. Si ça les intéresse, ils sont bienvenus. On va soutenir le UDR parce que forcément on comprend. Et quand je vous montre les chiffres d'import, forcément il y a un vrai sujet sur le UDR. On va continuer l'analyse de SAC et on va travailler parce que c'est pas évident. Le marché espagnol n'est pas encore aussi euh, ouvert à les questions écologiques comme on peut déjà les avoir sur les marchés quand je connais à peu près allemand et français. Donc il y a encore un travail de communication, d'application. On va voir les gens se faire montrer, démontrer notre travail. Si vous pouvez nous aider, c'est vraiment hyper cool. Le dernier est le plus gros, on l'a dit, 20% des imports. Nous sommes allés avec Camille et Désiré en avril pour deux de nos partenaires, 2,5 semaines en Namibie, 2 semaines dans les fermes, dans les processeurs pour aller voir ce qui se passe, pour continuer notre travail de compréhension du marché, un peu d'assessment pour nos partenaires pour voir où en sont leurs fermes et leurs partenaires sur les questions sociales, environnementales, des conditions de travail, du débouching, de l'environnement. Et nous avons aussi rencontré sur la dernière demi-semaine des parties prenantes, d'autres ONG, des gens engagés dans le bien-être des animaux, dans la déforestation, dans l'agriculture, pour comprendre l'histoire de la Namibie, parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de s'implanter
d'avoir un projet long terme. C'est sur un pays qui a une réflexion assez intéressante via le debouching de la gestion de sa biomasse. On a des gens qui accèdent au marché du travail pour la première fois. On a des regroupements de personnes. C'est le premier marché, je le disais. On a une vraie volonté de participer à Namibie. Pour rappel, ça fait 7 ans que nous y allons à peu près une fois par an. Un chiffre important qu'on voit ici, c'est l'évolution en jeune de la production de charcoal en Namibie. On atteint presque 300 000 tonnes de charbon de bois, ce qui est à peu près la production européenne, pour vous donner un peu de sens, hein. Et au niveau des exports, il y a 200 000 tonnes exportées, dont 50% pour l'Europe. Voilà un peu ce qu'aujourd'hui est la Namibie. Je le rappelle, la Namibie est globalement, nous avons des fermes de 10 à 15 000 hectares qui étaient censées être faites pour paître, mais aujourd'hui il y a l'acacia notamment qui envahit tout. Du coup, nous avons des workers angolais et namibiens qui viennent couper ces acacias selon certaines règles définies notamment par le FLC, et après on le met dans des fours, des petits fours très très traditionnels. Et après, le charbon de bois est en sachet, vous les voyez là, merci Camille. Vous voyez ce genre de four, et là, c'est plutôt des gros fours avec une belle production, une belle capacité de faire du charbon de bois de grande qualité. Il y a aussi la version qui est 3 fois plus petite. Puis après, en sachet, mis chez des processeurs pour être envoyé en Europe. Je veux bien que tu reviennes sur le slide d'après. Ce qu'on vous montre là, c'est que, OK, ça c'est la version. On sent quand même une tendance de fond à aller sur un process plus industriel de la carbonisation. La carbonisation, c'est le cœur du sujet. Donc ça reste toujours les hommes qui vont couper du bois, mais la carbonisation, et là c'est une des premières usines, je ne vous montre pas toute la photo, c'est une usine industrielle qui permet un rotor qui permet de faire du charbon de bois sans laisser échapper les gaz, notamment les gaz lors de la carbonisation. Voilà, une évolution, c'est pas le seul, on voit une évolution du marché. On veut, nous, notre boulot, ce qu'on aimerait faire, que je vous donne en grand avec la Namibie, nos partenaires, je pense, qui nous suivent, on est en train de travailler avec eux. Nous, avec eux, on a 3 lignes directrices. Conforter, challenger la norme namibienne FSC. On veut faire ça parce qu'on estime que c'est un réel mécanisme d'amélioration. C'est la règle, la compréhension, on s'aligne tous vers ça. Quand on dit FSC, tout le monde a compris, c'est ça. Vous savez, on le prend comme une colonne vertébrale. Vous savez qu'on est avec, mais aussi on va les challenger. Donc ce qu'on veut, c'est travailler plus avec eux, leur laisser leur boulot, mettre un soutien directement sur place. Et on vous demande, notre rôle aujourd'hui en tant qu'Earthworm, c'est de continuer à promouvoir des approches propres. Et du coup, c'est vous demander à tous de toujours continuer. C'est quand même grave de voir qu'en Europe, on demande encore du bois pour le charbon de bois et pour d'autres qui ne seraient labellisés, pas tant label, où personne va voir où personne ne va voir. Aujourd'hui, une ferme non FST en Namibie, personne, ni de l'État, ni nous, ni le FST, ni qui vous voulez, va voir ce qui se passe là-bas. Donc les gens font ce qu'ils veulent. Et vous savez, quand les gens font ce qu'ils veulent, on est dans la dérive d'il y a plusieurs années, c'est pas ce qu'on cherche. Donc please, continuez à faire la demande de bois FST. C'est vachement important. Vous changez la vie de dizaines et de milliers de personnes. Ce qu'on veut aussi, c'est on ne veut pas être dans du diktat. Vous ne travaillez pas avec nous pour dire il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est jamais comme ça qu'on bosse. L'idée, c'est de mettre les gens autour de la table et de les faire travailler ensemble. On a les processeurs, les entreprises là-bas sont des leaders qui sont capables de changement, de transformation, qui ont une vraie approche sociale. On aimerait que les processeurs deviennent des leaders d'une approche collaborative qui ferait que on aiderait les farmers à trouver des solutions communes qui seraient win-win pour l'agriculteur et pour le travailleur et le worker et l'agriculteur. Et c'est par là qu'on pense qu'aujourd'hui, on va faire monter tout le monde par le haut et que les conditions de vie, de travail, d'amélioration, d'accès aux soins vont aller plutôt qu'uniquement en disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Trouvons ensemble des solutions. Et pour faire ça, parce que c'est pas nous en restant ici assis au bureau qu'on va y arriver, on a envie, on cherche et on a pris la décision d'embaucher un consultant Charcoal en Namibie qui représentera nos actions et nos envies et qui fera avancer le sujet. Je vous le disais tout à l'heure avec Natalia en Espagne, dès qu'on a quelqu'un sur place, le ratio, vous l'avez la même avis dans vos sociétés, c'est du multiplier par 10 en termes d'impact. En résumé, et après je passe la parole, je ne sais plus, non, c'est encore moi. En général, les importations européennes de charbon de bois ont triplé sur les 20 dernières années. La guerre en Russie et l'Ukraine réduit les flux commerciaux de ces pays pour en donner naturellement aux Namibiens et à l'Espagnol qui semble combler l'écart.
En termes très spécifiques, le charbon de bois ukrainien diminue 22% cette année, le namibien plus 33%, exportation espagnole plus 158%. La Pologne reste un pays central et clé pour le charbon de bois, notamment l'ukrainien, et le Nigeria qui continue heureusement à baisser. Mais voyons et gardons un œil sur les prochaines années, comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est moi ça? Tiens. La main. Merci Camille, à toi. Vas-y. Alors, cela dit non, c'est peut-être toi qui vas finir là-dessus Oui, avant c'est de moi. faire des analyses de sac. Ouais. Excusez-nous, on a répété chacun de notre côté. Voilà. Alors, un dernier focus sur 5 slides sur le charbon de bois français, parce qu'on est quand même, en général, les gens qui sont ici parlent français et il y a beaucoup de transmétropolitaines. Alors, on vous a mis 5 slides, c'est peut-être aussi parmi mes préférés. Je veux bien que si tu passes. Voici les importations du charbon de bois français en France, des chiffres plutôt stables, puisque importation-exportation, on n'a pas trop de sujets, avec toujours la Belgique, le premier exportateur pour la France. Sauf qu'on l'avait déjà fait cette démonstration, on l'a refait cette année, elle est intéressante. La Belgique n'est pas un pays producteur et un pays trader avec des entrées et des sorties. En deux, nous avons la Pologne puis l'Ukraine. Et on vous redit encore une fois, on a toujours des incohérences entre certains chiffres. C'est pour vous montrer les tendances. Les exportations de la Belgique vers la France sont déclarées à 3 000 tonnes, alors que les importations de la France depuis la Belgique sont déclarées à 29 000 tonnes. Voilà, voilà. Donc, gardons toujours un pas de côté sur les chiffres qui sont donnés par les instances. Les évolutions aujourd'hui, la Belgique avait bien descendu sur ces 2 dernières années, elle continue à la descente à -9. La Pologne, stable, mais plus 22, mais plutôt liée à une baisse de 2021. L'Ukraine, malgré les événements, continue à croître sur des volumes qui étaient à la base faits pour le marché français, on en reparlera juste après. La Lettonie, qui est sur ce niveau de 4 mêmes dernières années, plutôt en baisse, alors que c'était un acteur important sur les années avant. Grosse analyse aujourd'hui de la Namibie, vous voyez cette courbe en croissance avec plus 59%, et le Nigeria qui, enfin, pour le marché français officiel, on en parle juste après, est en réelle baisse. Je vous le dis aujourd'hui, quand on vous dit la Belgique, c'est les importations de la Belgique, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que la Belgique a fait venir du charbon de bois de pays et après l'a retransféré vers la France. Du coup, en analysant les importations de la Belgique, on peut aussi essayer de comprendre, on essaie d'estimer ce que ça veut dire au niveau français des importations vers la France. Donc on voit aujourd'hui la Namibie, donc je rappelle, importation en Belgique, un des premiers pays, c'est la Namibie avec 40%, avec quand même une légère décroissance sur cette dernière année que je n'arrive pas à expliquer. On revient aux chiffres de 2020. L'Ukraine, forte baisse des exportations ukrainiennes vers la Belgique. L'Indonésie, je commence à vous en parler, qui pointe son bout de sonnet tout doucement, et le Nigeria qui est enfin à zéro. Je vous remets à droite les pourcentages pour 2022 des importations. On a la Namibie 40%, les Pays-Bas 27%, je vous en parlais tout à l'heure des différents chiffres, on n'est pas encore très clair sur ces chiffres-là, et l'Indonésie qui pointe le bout de son nez à 12%. Donc si je mélange tout ça, on vous remet ici les importations, les origines déclarées par les douanes en rouge. La Belgique importe 22 000, à peu près 22 000 tonnes, exporte 22 000 tonnes en France. La Pologne, 12 000 tonnes. L'Allemagne, très très peu. L'Ukraine, 5 000 tonnes. Mais si je fais le calcul, ça ne marche pas, puisque je sais que j'ai des pays traders. Donc si je reprends les pays traders, qui sont la Belgique, l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine, et que je les réattribue sur les chiffres premiers français, j'arrive à des origines estimées réelles, qui sont les courbes, pardon, les rectangles gris. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur ce qu'on peut, les origines réelles estimées pour la France? C'est que la Belgique, le charbon bois, il n'y a pas de Belgique, on l'a bien compris. La Pologne, on était assez stable. Il y a beaucoup plus d'Ukrainiens qu'on ne l'estime. La Namibie, c'est l'explosion. C'est vraiment le premier pays d'origine du charcoal pour le marché français. Et je le redis parce que c'est là aussi la surprise. L'Indonésie, qui était un peu planquée, c'est l'explosion et devient le quatrième acteur exportateur de charbon de bois pour le marché français. Voilà des chiffres qui nous parlent, qui nous font redémontrer le besoin de transparence et de traçabilité du charbon de bois sur le marché français et européen. Next slide, on vous remet pour vous montrer les grandes variations, parce que 8 ans c'est court.
Et on vous a mis les origines réelles estimées, hein. On vous dit, c'est nous qui les avons estimées. On fait des règles de 3. Ça permet de montrer une tendance. On ne peut pas vous dire à la virgule près. Euh, les 4 plus gros pays en origine réelle en 2015, c'était le Nigeria, la Lettonie, la Lituanie et les autres, tous les tout petits. Total changement sur 2022, pardon. Ukraine, Namibie, Pologne, Indonésie. Voilà en moins de 7 ans ce qui s'est passé, l'évolution standard. Une partie évolue par nous, par le devoir de transparence, par le travail d'Earthworm et de ses partenaires, pour avoir des charbons de bois qui sont de plus en plus transparents. Voilà une des visions. Et en tout cas, ça me dit aussi que même si on en a déjà fait beaucoup, il en reste beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Je ne sais pas si j'ai fini. Mon dernier slide, c'est pour les marchés français. C'est très français. C'est toujours l'estimation de 2021. Comme les institutions n'ont pas nommé 2022, on en a parfait une estimation pour 2022. C'est le changement, la capacité, quand on travaille ensemble, de relancer de la production sur le territoire. On n'est pas contre les exportations, on n'est pas contre les importations, on est pour une évolution du modèle industriel. Et aujourd'hui, je vois des acteurs qui sont connus sur le marché français, qui ont contribué à cette croissance. Vous avez tous contribué à cette évolution dans votre dynamisme d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je vois des acteurs qui sont vachement engagés avec de la co-génération d'énergie et de la co-génération de plein d'autres choses qui sont les solutions de demain sur un sujet qui est si important que le carbone. Le carbone, c'est le et au cœur de la question climatique. En fait, on parle de charbon de bois, mais on parle de choses qui est beaucoup plus intéressante et compliquée. On parle nous beaucoup parce que c'est le barbecue, mais on est au cœur de quelque chose qui est assez fort, c'est la séquestration carbone. Je pense que au-delà du barbecue, nous, producteurs européens, avons un besoin, les Français, d'évoluer vers ces nouveaux besoins pour répondre aux nouveaux besoins des marchés. Et je pense que vous êtes bien partis pour certains d'entre vous. Voilà, j'ai fini mon petit laïus et votre présentation des chiffres. Et je passe la parole à Camille pour nous expliquer l'analyse des sacs Ça y Earthworm de est, c'était Camille. mon tour. Cette fois, je reprends Yeah. la main sur les Allez-y, analyses allez-y. de sac. Du coup, Johan nous présentait les chiffres marché. Et nous, aujourd'hui, donc, on travaille sur cette approche de comprendre les chiffres du marché pour comprendre d'où vient le charbon qui se retrouve en Europe, mais pas que. Depuis 2015, on a une approche donc analyse de sac. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les enseignes, différents types d'enseignes sur différents marchés, donc notamment Allemagne, Pologne, France. On a commencé sur les pays scandinaves et on l'a dit tout à l'heure, on l'a fait aussi pour la première fois sur le marché espagnol. Une fois qu'on a ces sacs en main, on regarde différentes choses. D'abord, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on fait ce qu'on appelle la mesure de la densité apparente. Avec les chiffres qu'on a pu collecter, les databases qu'on s'est créés depuis 2015, on est en mesure, grâce à la densité apparente, de dire si a priori on serait plutôt sur du bois d'origine, des essences d'origine tempérée ou plutôt des bois tropicaux, subtropicaux. Première chose. Deuxième chose, on est dans la capacité désormais de pouvoir reconnaître et essayer d'identifier la typologie d'essence en prenant, donc comme sur la photo, les morceaux de charbon. Donc, grâce à ces différents critères, de pouvoir porter des conclusions. Et ensuite, très important, ce qu'on regarde, ce qui est écrit sur le sac. Euh, donc, trois choses majoritaires. La déclaration du pays d'origine, donc pays de production. Est-ce que c'est inscrit sur le sac? Le type de bois. Est-ce qu'on sait d'où vient ce bois? Quel type de bois c'est? Et dernièrement, la certification. Euh, Pourquoi on fait ces demandes-là et on y reviendra en conclusion, mais je spoil déjà un petit peu, c'est parce que le travail de transparence nécessaire à la transformation du marché, ce qui est prôné par Earthworm et ses partenaires depuis de nombreuses années, passe aussi par la transparence sur le sac. Donc en 2023, on a ouvert presque 100 sacs, 98 exactement, donc sur les marchés Allemagne, Pologne et France majoritairement. Là, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ensemble les résultats. Vous allez voir, ils sont plutôt éclairants sur la marche à suivre et les prochaines étapes à faire en termes de demande de transparence, puisqu'on n'est pas encore complètement au niveau et que c'est un levier très important pour faire évoluer le marché. En termes de déclaration du pays d'origine, pour la France, donc là, on le voit sur les graphiques, en
une grosse majorité de sacs n'indiquent aucun pays d'origine. C'est plus d'un sac sur deux en 2023. 7 ans après la première analyse, on est toujours au même niveau. Euh, alors que c'est quelque chose qu'on pousse, qu'on vous engage à pousser à continuellement pour inscrire donc sur les sacs le pays d'origine, le pays de fabrication. Et on considère aujourd'hui qu'il y a un vrai besoin de la part de l'ensemble des acteurs de comprendre ce besoin et d'aller dans ce sens. Sur l'origine du bois, donc pour nous, c'est la première étape de l'analyse de durabilité. Aujourd'hui en France, donc comment ça se passe? Concrètement, il y a environ encore 50%, un peu plus de 50% qui n'indiquent pas l'origine du bois. Ça montre à quel point le marché français, notamment, doit prendre le pas là-dessus. Et surprise cette année, puisque même des membres avec lesquels nous travaillons très engagés ne présentent absolument pas l'origine du bois. Donc ça, on vous invite, on vous engage et même on vous pousse à le faire. Sur l'Allemagne, les résultats, à peu près similaires, environ 50% toujours de ça qui ne déclarent pas l'origine du bois. Et 12 échantillons sur ceux qui ont été observés, à peu près une quarantaine présentent comme origine la Namibie. Il y a eu des améliorations entre 2016 et 2019 sur la présence de l'origine, mais depuis la crise Covid, une réaugmentation de l'origine non déclarée. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On s'intéresse à ce qui a été déclaré sur les essences cette fois-ci. Savoir si on est en capacité de comprendre quelles sont les essences déclarées. Est-ce que c'est plutôt du bois tempéré, donc du bois européen a priori, ou du bois d'origine tropicale, subtropicale? Donc les résultats pour la France, on remarque une baisse des essences tempérées annoncées sur les stacks. C'était en globale augmentation entre 2015 et 2021. Et donc cette baisse d'essence tempérée forcément au profit d'essences plus tropicales, subtropicales. Concrètement, 40% de toutes les sacs de charbon tropicaux, subtropicaux n'indiquent pas l'origine du bois. Donc c'est dans ces 24% ici. Il y en a encore 40% qui ne déclarent pas l'origine. Ici, nous, on s'attend à ce qu'il y ait un risque forcément accru de déforestation, puisque une des meilleures manières de garantir un bois responsable, un charbon responsable, c'est aussi de déclarer ce qui est fait sur le sac. Voilà pour la France. Pour l'Allemagne, ici, pour le coup, on remarque également la même tendance, moins de bois d'origine tempérée et beaucoup plus de bois d'origine tropicale. Une vraie augmentation depuis 2018 également. Et là, toujours, donc un peu exactement de manière stable par rapport à la France, près de 40% des échantillons avec du bois d'origine tropicale ne le déclarent pas. Et toujours pour nous, Earthworm, le même positionnement sur cette non-déclaration du bois d'origine tropicale qui n'est pas déclaré, ne montre pas de patte blanche, et donc forcément des risques potentiels sur de la déforestation, dégradation. Ensuite, donc comme je disais tout à l'heure, troisième chose à laquelle on s'intéresse, qui est écrit sur le sac, c'est la certification. Alors là, comme je disais tout à l'heure, on s'intéresse non pas à la certification de l'emballage, mais bien à la certification du produit qui se retrouve dans le sac. Pourquoi nous on s'y intéresse d'assez près? Parce que comme le rappelait Johan, un produit certifié, c'est un produit sur lequel, a priori, il y a eu au moins des audits, des rapports ou quelqu'un qui est passé voir les étapes de production. Ce qui ne garantit pas forcément que tout est fait dans les règles de l'art, mais au moins ça a été surveillé dans une première approche. Principaux systèmes de certification aujourd'hui qu'on retrouve sur le marché européen, c'est le FSC et le PEFC. Vous les connaissez a priori tous et on en a parlé un petit peu tout à l'heure.
Et donc, on le rappelle, la certification n'est pas infaillible. Il faut garder les yeux ouverts malgré tout. Les résultats sur la France. Là, pour la première fois, un peu plus de PFC que de FSC, 10 points de plus à son plus haut niveau. Donc voilà, est-ce que c'est la tendance qu'on a vue en Pologne qui vient se répercuter sur le marché français? C'est dur à dire, on l'explique pas forcément, mais en tout cas, c'est ce qu'on a pu observer. Et par contre, belle nouvelle, la certification, la non-certification, donc les sacs qui n'ont aucune certification qui se retrouvent sur le marché français, en tout cas dans ceux qu'on a pu acheter, analyser, diminue. Mais ça reste très élevé puisque plus de 40% tout de même. Là, le message, on le martèle, mais encore une fois, la certification est un outil, un premier outil pour avoir un premier axe de contrôle sur ce qui se passe et ce qui s'est fait. C'est la position aujourd'hui qu'on porte et sur laquelle on vous demande de vous investir. Les résultats, pareil sur la certification, mais pour le marché allemand cette fois. En 2022, on avait pu observer des vraies baisses de non certifiés. Donc on le voit là, 2021-2022, très très faible au profit du FSC. Donc belle évolution. Et pourtant depuis donc 2021-2022, ça rebaisse. Moins de FSC, moins de PFC et donc de plus en plus de sacs non certifiés. Et là, pour nous, on marque une vraie alerte là-dessus. Ici, résultat sur le marché allemand, puisque nous avons conduit pour la première fois des achats auprès du e-commerce, donc sur des sites et des plateformes type Amazon par exemple. Pourquoi? Pour essayer de comprendre aussi en dehors des enseignes distribution et de bricolage ce qui se passait un petit peu et donc par où pouvait rentrer le bois d'origine tropicale, subtropicale, et donc effectivement sur le commerce, beaucoup enfin très peu de transparence. En gris ici, donc on retrouve des sacs avec l'origine du bois qui n'est pas déclarée de façon très majoritaire, près de 70%, et un niveau de certification très très faible, puisque 80% des sacs n'étaient pas certifiés. Donc forcément une porte d'entrée par là aussi. Voilà pour conclure sur cette analyse de sac, et ça va nous donner le temps ensuite de conclure et de pouvoir échanger avec vous. Pour résumer, donc sur les marchés français, Allemagne sur lesquels on a voulu se concentrer aujourd'hui, on peut aussi faire une analyse assez détaillée de la Pologne pour ceux qui sont intéressés. Les conclusions sur la France, proportion d'origine du bois non déclaré est encore très élevée. Là, vous avez tous un rôle à jouer, à la fois les distributeurs dans la demande de ce que vous pouvez faire et bien dans ce que vous souhaitez inscrire sur les sacs. Et ça, pour nous, c'est un des critères majoritaires pour aller vers plus de transparence. On voit une augmentation sur le marché français des bois d'origine tropicaux-subtropicaux et donc une diminution des échantillons de bois tempérés. Et encore une fois, le charbon de bois certifié qui reste faible. Et donc là, j'appuie le message, mais on a besoin de vous pour continuer à demander du charbon de bois, notamment pour du charbon d'import certifié. Et en Allemagne, le niveau de déclaration, à la fois sur la production et sur les essences de bois, donc sur l'origine de la production et l'origine du bois, qui augmente. Donc ça, c'est encourageant. Et en revanche, plus de bois tropicaux-subtropicaux que de bois tempérés, ce qui est la première fois depuis 2016. Donc on ressent une bascule. Et le niveau de certification, là, qui ne fait que diminuer. Donc il y a un enjeu également le même sur le marché allemand pour demander plus de charbon de bois certifié. Voilà pour ça, j'ai terminé sur les analyses de sacs. Je laisse la main à Johan pour conclure et ensuite on peut discuter ensemble. Merci Camille, merci pour cette analyse de sac. Deux slides pour conclure, pour nous laisser le temps d'échanger. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat, on va essayer d'y répondre. Donc, en résumé, les recommandations et les conclusions. Tu peux revenir une fois en arrière, j'ai un doute. Ouais, la conclusion.
Vous le savez, le secteur du charbon, le marché européen est un secteur mature où l'industrie européenne a évolué fortement ces dernières années et est contributive d'une baisse de l'empreinte de la déforestation importée et l'absence aussi de gaz à effet de serre. Je pense que nous devons tous continuer, retailers, producteurs, traders, à promouvoir des approvisionnements fiables, des productions locales avec des émissions de carbone, avec des technologies et des process efficaces. Le changement en air du temps pour nos 24 prochains mois est bien sûr la Commission européenne qui a ouvert ce nouveau règlement EUDR qui est aujourd'hui lancé en juin 2023 avec ses complexités et ses risques, on en a bien parlé tout à l'heure. Des changements importants au niveau européen sur les pays comme l'Ukraine, la Namibie, Cuba, Nigeria qui font des changements très forts et qui représentent 60% des imports de charbon de bois en Europe. Le UDR, une nouvelle fois, sera une réponse euh, profitable pour ceux qui ont déjà entamé le boulot avec nous ou ailleurs. Ce n'est pas forcément qu'avec nous. Et sera plutôt, du coup, une barrière à l'entrée pour les pays qui ne veulent pas ou qui ne sont pas, qui n'ont pas démarré. Voilà, donc un vrai sujet. Bien sûr, avec le conflit russe en Ukraine, les volumes de bois sont en diminution énorme sur la Russie et l'Ukraine maintient son dynamique même avec une baisse, comblée en partie par la Namibie et l'Espagne, on vous l'a dit tout à l'heure, avec des croissances et des interrogations assez fortes. L'analyse de SAC a confirmé aujourd'hui, puisque 78% de tout le SAC a indiqué Namibie comme origine de pays. Donc on est dans un échantillon représentatif à suivre. On le redit, la transparence des produits du charbon de bois est faible sur les principaux marchés qu'on analyse. On ne donne pas l'analyse on ne dit pas d'où vient le bois, on ne dit pas où il a été fait, ou on le dit de manière erronée, ou c'est pas clair. Voilà. Un vrai besoin de transparence, c'est ce premier pas pour avoir l'ensemble de la chaîne de transparence, cette obligation d'écrire pose la question sur l'ensemble de sa chaîne. Si on ne sait pas, il y a encore des acteurs énormes avec des volumes monstrueux où je prends le sac, il n'y a rien dessus, quoi. Il n'y a rien, rien, rien dessus. Je suis encore assez surpris que des retailers, même des producteurs, acceptent des fonctionnements comme ça. Il est plus que temps de continuer la dynamique que vous avez tous enclenchée. On finit sur les recommandations. Et il nous reste voilà, les recommandations. Earthworm encourage l'industrie du charbon de bois à promouvoir, investir et soutenir des technologies, des process, des achats efficaces pour limiter l'empreinte carbone. C'est le prochain chantier après le UDR. Dites-vous bien qu'on va tous y passer sur l'empreinte carbone, donc il va falloir prendre des marques dès aujourd'hui pour être prêts dans les prochains mois. Et tous les pays, tous les partenaires ne sont pas encore prêts à répondre à cette question. Donc nous soutenons cette dynamique d'évolution vers une empreinte carbone proche de zéro. Nous soutenons aussi le UDR, on vous soutient dans les pratiques, surtout nos members. Si parmi d'entre vous, vous voulez venir nous voir pour le UDR, ok, mais c'est pour aller plus loin. Vous savez très bien qu'on travaille sur la transformation des pratiques. Notre objectif, c'est pas de vous faire passer par la porte, c'est de travailler ensemble à une transformation qui fera que votre approvisionnement soit transparent, responsable et non lié à la déforestation, et c'est sur ça qu'on vous dit. Et c'est à partir de ce travail-là que vous pourrez passer les mailles de UDR. Je le redis, bravo aux membres d'EDF qui ont prouvé que la traçabilité de notre chaîne d'approvisionnement est possible. Personne ne peut nous dire, oh non, je ne sais pas d'où ça vient. On a une chaîne de 4-5 indicateurs. On est capable d'aller jusqu'au début. Il nous reste un pas à faire sur les coordonnées GPS exactes de l'origine du bois. Ce n'est pas un sujet technique, on est à peu près tous capables de le faire. On le redit, Camille l'a bien dit, s'il vous plaît, indiquez, c'est quand même un basique, pays d'origine du produit, nom des essences, pays d'origine du bois, emplacement exact du site de production sur vos sacs. C'est vraiment la première étape qui va vous faire vraiment changer, tant par rapport à votre consommateur que par l'analyse vous-même de votre propre supply chain. S'il vous plaît, les acheteurs, les décisionnaires, continuez à demander le site de carbonisation et de la transparence. Et le site, on vous rappelle que le survey de charcoaltransparency.org, qui est un site gratuit pour communiquer, pour que les marques puissent communiquer gratuitement à la demande des suppliers ou par eux-mêmes. On ne demande pas d'argent dessus, c'est grâce à votre cotisation à tous, car on pense que la transparence est un point qui doit être quasiment gratuit si quelqu'un veut pouvoir afficher ce qu'il raconte. C'est ouvert et gratuit. N'hésitez pas à communiquer dessus. Et pour conclure, Earthworm continuera à intensifier son travail avec ses membres, avec ses partenaires pour développer des solutions toujours plus durables
sur le terrain où les impacts sociaux et environnementaux sont bien présents pour le secteur du charbon de bois et j'ai confiance en vous pour y arriver. Voilà. Nous avons fini avec le webinaire. Nous avons assez parlé. Je vais couper le record pour vous laisser la parole.